Ce matin-là, je me souviens très bien du bruit. Ce n'était pas un bruit de vaisselle, ni un meuble que l'on déplace pour faire le ménage. C'était le son sec du carton qu'on plie, qu'on monte, qu'on scotche. J'avais la cafetière italienne sur le feu, le petit cliquetis du métal, l'odeur du café qui montait, et, derrière la cloison, ce froissement obstiné, méthodique, comme un déménagement, comme un départ, le mien. J'ai baissé le volume de la radio. Un vieux disque de traînée s'est réduit à un murmure dans la cuisine. Le silence qui a suivi, entre deux froissements de carton, avait quelque chose de froid. Je me suis essuyé les mains sur mon torchon, lentement, comme si je pouvais retarder ce que j'allais voir, simplement en prenant mon temps. Je me suis avancé jusqu'à l'embrasure de la porte. Du couloir, j'avais une vue sur le salon, mon salon. Le tapis persan, un peu usé au centre, la bibliothèque en noyer avec ses vitres anciennes, les moulures au plafond. Et, plantés au milieu de tout cela, des cartons neufs, beige clair, ouverts comme des bouches. On disait, imprimé en bleu, « Déménagement Paris-Île-de-France ». Sur l'un d'eux, quelqu'un avait ajouté au marqueur « Chambre H, linge, vêtements ». Ma fille Sophie était penchée sur une pile de pulls que je reconnaissais. Elle les pliait avec ce soin appliqué qu'elle n'a jamais eu pour les siens. Mon fils Laurent consultait son téléphone, l'air concentré, tout en jetant des coups d'œil rapides vers le couloir. Sur la table basse, à côté du vase en cristal offert par ma belle-mère, il y avait un dossier bleu et un stylo. Aucun d'eux n'en a vu tout de suite. Ils parlaient à voix basse, comme dans une chambre funéraire. « La résidence a confirmé pour samedi », a dit Laurent sans lever les yeux. « Il faut que tout soit prêt avant. » « Samedi, nous étions jeudi. »« Je sais », a répondu Sophie. « J'ai déjà fait les médicaments, les toilettes, le linge de lit. Il faudra un carton pour les albums photos, enfin ce qu'elle pourra emporter. » Ce qu'elle pourra emporter. Elle, comme si je n'étais pas là, à moins de 3 mètres. Je me suis éclairci la voix, un petit son seulement, mais dans ce silence-là, ça a claqué comme une gifle. Laurent a sursauté, Sophie a posé brutalement le pull qu'elle tenait. Ils m'ont regardé d'un même mouvement. Pendant 1 seconde, personne n'a parlé. Nous étions 3 adultes au milieu d'un champ de carton et je ne savais pas encore qui était l'intrus. « Maman, tu es réveillée » a tenté Sophie, avec ce ton doux qui sent la manipulation à pleine distance. Je me suis avancée dans le salon. Chaque pas sur le parquet me paraissait plus fort qu'à l'ordinaire. Je me suis arrêtée devant le carton où l'on lisait mon initiale, H, pour Hélène, ou pour hors de chez elle peut-être. « Que se passe-t-il » ai-je demandé simplement. « On dirait que quelqu'un s'en va. » Laurent a échangé un regard rapide avec sa sœur. Je les ai vus se parler sans mots. Qui commence? Qui porte la responsabilité de l'annonce? « Maman, » a tranché Laurent, « tu sais bien que tu vieillis. L'appartement est grand, les escaliers, c'est dangereux. On en parle depuis des mois. On a trouvé une solution. Une très bonne résidence. » Il a appuyé sur « très bonne résidence », comme on appuie sur « très bons médicaments » quand on essaie de convaincre un enfant. « Et vous faites mes valises pendant que je prépare le café ?» ai-je répondu. Je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais pas besoin. Le simple fait de poser la question suffisait à mettre en lumière l'absurdité de la scène. Ils ont tous les deux baissé les yeux, une fraction de seconde. La honte chez eux ne dure jamais longtemps. Laurent a pris le dossier sur la table. Il l'a ouvert avec un sérieux d'homme d'affaires. La résidence des Tilleuls, dans le 15e, m'a-t-il expliqué, comme si je n'avais pas posé de questions. Chambre individuelle, vue sur le jardin, service médical sur place, activité, tout est là. Tu seras en sécurité, entouré. Tu n'auras plus à te... Il a laissé la fin en suspens. De quoi? De vivre? Je les ai regardés tous les deux, un à un. Ma fille laissait déjà ses mains glisser sur mes pulls, cherchant visiblement à les occuper. Laurent se cachait derrière le dossier, comme un enfant derrière son cahier d'école. Que feriez-vous, vous qui m'écoutez, si vous découvriez que vos propres enfants ont planifié votre exil en silence, carton ouvert dans votre salon, pendant que votre café refroidit sur le feu? Je suis restée debout, droite, les mains nues. Ils avaient des papiers, des cartons, des arguments. Moi, j'avais ma voix, mes yeux et quelque chose qu'ils n'avaient pas encore mesuré, le temps qui me restait. 48 heures, d'après le calendrier qu'ils avaient fixé dans mon dos.
48 heures, cela suffit quand on sait exactement ce que l'on veut protéger. Et quand devais-je être informée de cette organisation, ai-je demandé, dans le taxi ou directement devant la porte de cette fameuse résidence? Ne dis pas ça, maman, a lâché Sophie. On fait ça pour toi, pour ta sécurité. Tu as failli tomber d'autres jours. J'ai trébuché sur un tapis, ai-je corrigé, chez moi, ce qui, vous en conviendrez, a encore le droit d'arriver. J'ai vu à ce moment-là la légère crispation de la mâchoire de Laurent. Il n'aime pas que l'on corrige ses versions. Il préfère les récits utiles, pas les récits exacts. De toute façon, a-t-il enchaîné, tout est prêt. Nous avons réglé les formalités avec la résidence. Le médecin est d'accord, le dossier est validé. Il ne reste plus qu'à faire les cartons. Ses yeux ont glissé vers le sol sur ce dernier mot. Faire les cartons. De ma vie, de mon indépendance, de mon identité. Sur la table, à côté du dossier, j'ai aperçu une feuille distincte avec un logo que je connaissais bien, celui d'un cabinet de serrurerie. J'ai reconnu le nom, Serrurerie Saint-Placide. Et le serrurier, ai-je dit, c'est pour qui? Sophie a tressailli, Laurent aussi. Il ne s'attendait pas à ce que j'ai remarqué ce détail. C'est pour sécuriser l'appartement après, a lâché Sophie trop vite. Pour les assurances, tu comprends, si tu n'es plus là, il faut changer les serrures. Donc tout était prévu. Mon départ, le changement de serrure, la fermeture de ma propre porte derrière moi. Je devais sortir et ensuite je ne serais plus en mesure de rentrer chez moi, même par erreur. C'était net, rationnel, efficace. C'était exactement le genre de plan que j'aurais pu concevoir autrefois. Sauf que je n'ai jamais planifié l'exil de personne. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine, mais ce n'était pas la colère. La colère brûle et aveugle. Ce que je ressentais était plus froid, plus précis. C'était comme si une petite lumière s'était allumée dans un coin de mon esprit. Une lumière qui disait « Très bien, vous avez un plan, j'aurai le mien ». Je me suis tournée vers la cuisine. « Laissez-moi au moins finir mon café », ai-je dit. « Je n'ai encore rien signé ». Je n'ai pas attendu leur réponse. J'ai regagné la cuisine, la cafetière encore tiède sur le feu. J'ai versé le café dans ma tasse préférée, celle à lance fêlée. J'ai posé la tasse sur la table, me suis assise et seulement alors ai-je laissé mes mains trembler une seconde, pas plus. Car la vérité, c'est que ce jeudi matin-là, quand j'ai entendu le bruit des cartons, je savais déjà que ce moment finirait par arriver. Mais je ne savais pas encore qu'il serait si mal fait. Pour que vous compreniez comment nous en sommes arrivés à ces cartons, à ce serrurier, à cette résidence aux jolis arbres, il faut revenir quelques mois en arrière. Tout a commencé un dimanche autour de la même table du salon. Le soleil passait par les grandes fenêtres, découpant des rectangles de lumière sur le parquet. J'avais préparé un poulet rôti, des pommes de terre, une tarte aux pommes. Laurent et Sophie étaient venus avec leur famille. Les petits couraient partout, la télévision murmurait dans la pièce d'à côté. C'était un de ces dimanches qui ressemblent à ceux d'avant, sauf que tout est un peu plus fatigant et un peu plus bruyant. « Maman, tu devrais t'asseoir », avait dit Sophie. « Tu fais trop de choses, à ton âge. » « À mon âge, ai-je répondu, je fais encore très bien rôtir un poulet. Tu veux vérifier ?» Elle avait ri, mais ce rire-là sonnait déjà faux. Il y avait comme une ombre derrière. C'est ce jour-là que Laurent a prononcé pour la première fois le mot « résidence » à voix haute. « Tu sais, maman, avait-il commencé en versant du vin dans son verre, il existe des résidences très bien maintenant. Rien à voir avec les maisons de retraite d'autrefois. Appartements, services, sécurité. Tu serais bien entouré. » Je lui avais lancé un regard amusé. « Vous êtes en train de me proposer des vacances » avais-je ironisé. Les enfants avaient ri. Laurent avait souri aussi, mais ses yeux, eux, ne riaient pas. Sérieusement, avait-il insisté plus tard quand les petits jouaient dans la chambre. Tu es seul ici dans ce grand appartement et l'ascenseur est ancien si un jour il tombe en panne. Cela ne vous inquiète pas pour le moment, disais-je. Vous montez très bien quand il s'agit de déjeuner. Il n'a rien répondu, mais à partir de ce jour-là, j'ai commencé à noter les répétitions, les petites remarques, les observations objectives. Maman, tu oublies souvent les clés, non ? Tu as vu, maman, tu as laissé le gaz allumé.
Tu devrais avoir quelqu'un tous les jours. Chaque phrase, prise isolément, pouvait être un simple souci. Ensemble, elles dessinaient une stratégie, une façon de remodeler ma propre perception de moi-même. Et vous, à partir de quand, selon vous, la sollicitude devient-elle une campagne organisée pour vous faire douter de vos capacités? Je n'ai pas répondu tout de suite à ces insinuations. J'ai fait ce que je fais toujours, j'ai observé. J'ai regardé leur visage quand ils parlaient de moi à la troisième personne alors que j'étais dans la pièce. Maman ne se rend pas compte. Elle ne sait pas ce qui est bien pour elle. J'ai vu comment leur inquiétude se transformait en coulisses, en projets immobiliers, en calculs. Un soir, ils ont cru que je dormais dans ma chambre pendant qu'ils débarrassaient la table. J'étais dans le couloir, hors de vue, mais j'entendais très bien. L'appartement, en plus, vaut une fortune, disait Laurent à voix plus basse, mais pas assez. Avec l'IFI, on est perdant. S'il est vide, c'est absurde. On ne va pas en parler comme ça, objectait vaguement Sophie. C'est chez elle quand même. Justement, reprenait Laurent, si elle était dans une résidence, on pourrait optimiser. Louer et vendre plus tard, on verra. Ce n'est pas contre elle, c'est la réalité. On ne peut pas continuer comme si tout était éternel. Je me suis appuyée contre le mur du couloir pour ne pas faire de bruit. Non pas parce que leurs mots me faisaient chanceler, mais parce que je ne voulais pas les interrompre. Les phrases sincères sont rares, il faut les laisser sortir jusqu'au bout. Ce soir-là, j'ai compris deux choses. D'abord, qu'ils ne me voyaient plus comme une personne autonome, mais comme un problème à résoudre. Ensuite, que l'appartement, mon appartement, celui où leur père et moi avions vécu, était déjà une case dans leur tableau Excel. À partir de ce moment, j'ai commencé à prendre des notes. Dans un petit carnet, rangé dans mon sac à main, j'ai noté les dates, les phrases, les regards. Le type de résidence dont ils parlaient, les noms qu'ils laissaient traîner sur la table, les tilleuls, les jardins de Sèvres, Saint-Augustin Seniors. J'ai noté les numéros que je voyais s'afficher sur leur téléphone. Coordonnées résidence tilleul, par exemple, sur l'écran de Laurent, à jour, où il avait laissé son téléphone sans verrouillage. Je ne suis pas paranoïaque, je suis méthodique. Quelques semaines plus tard, Sophie m'a accompagnée chez mon médecin traitant. « Ce sera plus simple, maman, disait-elle, je t'emmène en voiture. » Le docteur Morel me suivait depuis 20 ans. Il m'avait vu traverser un veuvage, une opération de la hanche, la mort de 2 amis. Il n'était pas parfait, mais il me connaissait. Ce jour-là, il m'a reçue avec un air un peu gêné. « Alors, Hélène, comment allez-vous » ? « Comme quelqu'un qu'on emmène chez le médecin pour vérifier si sa tête fonctionne, ai-je répondu en m'asseyant. Sophie a rougi. « Maman !»« C'est un peu ça, non ?» ai-je insisté en regardant le docteur. « On veut savoir si je suis encore capable de décider où je vis. » Il a toussé, embarrassé. Il a parlé de bilan, de prévention, de simple évaluation cognitive. Je l'ai laissé faire ces tests ridicules. Dessiner une horloge, retenir 3 mots, compter à rebours. Je pouvais faire cela en dormant. Quand il a terminé, Sophie a posé la question que j'attendais. « Alors, docteur, vous pensez qu'elle pourrait vivre en résidence pour être plus en sécurité ?» Il a hésité à regarder ses notes, puis, prudemment, il a parlé de possibles anticipations, de solutions à considérer à moyen terme. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Docteur, ai-je dit calmement, écrivez bien que je suis apte et que je comprends parfaitement ce que vous dites. » Je lui ai tenu le regard jusqu'à ce qu'il baisse les yeux. Il a ajouté une phrase sur ma lucidité intacte. Je l'ai vu, je retiens les mots précis, toujours. Cette phrase-là, quelques mois plus tard, serait l'une de mes meilleures armes. Quand les cartons ont commencé à craquer dans mon salon ce jeudi matin, tout cela avait déjà eu lieu. Les remarques, les calculs, le bilan chez le médecin, les visites discrètes de résidence. La seule chose qui m'avait surprise finalement, c'était la brutalité de la mise en scène. Les cartons, le serrurier, le week-end programmé. Je suis restée seule dans la cuisine pendant qu'il repliait, rangeait, déplaçait ma vie de pièce en pièce. J'ai bu mon café en silence, dos droit, les mains autour de la tasse. Puis j'ai poussé la tasse vers le côté et j'ai posé à plat mes 2 mains sur la table. 48 heures. Je me suis parlé à moi-même, mais pas comme on se rassure, plutôt comme on élabore une stratégie. « Qu'est-ce que t'as, Hélène » ai-je énuméré en silence. Un appartement, des comptes, des papiers, un notaire, une santé mentale reconnue et surtout le temps.
Eux croient t'avoir surprise, mais ils t'ont simplement donné une échéance. Je me suis levée. Je suis allée dans ma chambre. Sur la commode, ma boîte à bijoux. Pas de grande valeur, sinon sentimentale. Les vrais trésors étaient ailleurs. Dans le secrétaire du salon, derrière un faux tiroir, j'avais toujours gardé une chemise cartonnée. Elle contenait la plupart de mes papiers. Copie de l'acte de propriété, contrat d'assurance, ancien testament, relevés importants. Je l'ai sorti, l'ai posé sur mon lit. J'ai vérifié chaque document, un par un. C'est là que j'ai remarqué la première anomalie. Le dernier avenant de mon contrat d'assurance habitation n'était pas là, de même que la copie la plus récente de mon acte de propriété. À leur place, j'ai trouvé de vieilles versions, datées de 10 ans. Cela ne pouvait pas être un simple hasard. Je savais exactement comment j'avais rangé ces papiers. Quelqu'un avait trié, remplacé, déplacé. Quelqu'un avait voulu que je n'ai plus sous la main certaines preuves de ma situation actuelle. Je me suis assise sur le lit, chemise ouverte devant moi. Je n'ai pas paniqué, j'ai réfléchi. Qui, parmi eux, connaissait l'existence de ce secrétaire? Probablement tous. Qui savait comment l'ouvrir? Tous encore. Qui avait récemment insisté pour m'aider à faire du tri? Sophie. Laisse-moi t'aider à ranger un peu, maman, tu t'y perdras sinon. Je l'avais laissé faire, par fatigue, un après-midi de pluie. Moi, je lisais dans le fauteuil du salon pendant qu'elle ouvrait des tiroirs, pliait, triait. C'est ce jour-là qu'elle avait dû intervertir les chemises. Je la revois parfaitement replacer les dossiers, refermer le secrétaire avec un petit sourire satisfait. Vous pensez qu'il faut toujours refuser qu'on range chez vous, ou est-ce que vous aussi, parfois, laissez quelqu'un fouiller un peu trop dans vos tiroirs pour vous aider? J'ai refermé la chemise, l'ai glissée dans un sac de toile. La version ancienne des papiers ne m'intéressait pas, mais c'était déjà une preuve du tri. Pour le reste, il fallait vouer ma confiance à ceux qui avaient vraiment un métier, la banque, le notaire. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de Maître Dubreuil. Cabinet Dubreuil, bonjour. La voix de sa secrétaire, toujours la même depuis 10 ans, m'a accueillie. Bonjour, c'est Madame Hélène Delamarre. J'aurais besoin de voir Maître très rapidement. Aujourd'hui, si possible, c'est urgent. Il y a eu un court silence, puis « Ah, Madame Delamarre, Maître est très pris, mais je peux peut-être vous proposer un créneau en fin d'après-midi, 17h30 ? Je serai là, et dites-lui que c'est une question de domicile et de capacité, il comprendra. » Le mot « capacité » a un poids particulier dans le vocabulaire juridique. Je l'ai choisi exprès. On ne me renverrait pas à plus tard. Je suis retournée dans le salon. Les cartons avaient avancé. Une partie de mes livres était déjà empaquetée. Cela m'a fait sourire intérieurement, comme si l'on pouvait vider une tête en vidant une bibliothèque. « Je vais sortir un moment », ai-je annoncé. « Où ça ?» a demandé Laurent, surpris. « Faire un tour, prendre l'air, profiter encore un peu du quartier où je vis, tant qu'il m'appartient. » Sophie a ouvert la bouche pour protester. Laurent lui a fait signe de se taire. « Ne t'éloigne pas trop », a-t-il simplement dit. « On a besoin de toi pour trier certaines choses. »« Vous avez déjà trié beaucoup de choses sans moi », ai-je répondu doucement. « Vous saurez bien continuer. » Je suis sortie en prenant mon sac à main, mon manteau et mon foulard. Dans l'ascenseur, je me suis regardée dans le miroir. Une femme de 78 ans, cheveux blancs bien coiffés, manteau bleu, foulard de soie. Rien d'une victime désignée, plutôt l'allure d'une présidente qui aurait mal choisi son conseil d'administration. Dans la loge, M. Da Silva, le gardien, lisait son journal. « Vous sortez, Madame Delamarre ?»« Oui, un peu. Dites-moi, M. Da Silva, si des déménageurs se présentent ici pour moi ce week-end, vous me préviendrez, n'est-ce pas ?» Il a levé les yeux, surpris. « Des déménageurs ? Apparemment, certains pensent que je ne vivrai plus ici très longtemps. Mais je n'ai encore rien décidé. Alors si l'on tente de sortir des meubles sans moi, j'aimerais le savoir. » Il m'a regardé longtemps. Nous nous connaissons depuis des années. Il a vu mon mari monter l'escalier en plaisantant, mes petits-enfants arriver en trottinant. Il a vu aussi les ambulances, les deuils. Bien sûr, Madame Delamarre, je vous préviendrai. Merci. Et une dernière chose, si quelqu'un essaie de vous donner des consignes en mon nom, assurez-vous toujours que cela vient bien de moi.
Je n'ai pas eu besoin d'en dire plus. Sa façon de reposer son journal m'a suffi comme réponse. Je me suis rendue d'abord à la banque. À 78 ans, on apprécie peu les files d'attente, mais je savais que chaque minute passée là serait utile. Au guichet, la jeune employée a voulu m'orienter vers les automates. Je lui ai opposé un sourire poli. Je souhaite parler à un conseiller pour vérifier certaines procurations et obtenir des copies de documents. C'est important. Je me suis retrouvée face à un homme d'une quarantaine d'années, cravate trop serrée, lunettes rectangulaires. « Que puis-je faire pour vous, madame ?» D'abord, vérifier la liste des personnes qui ont procuration sur mes comptes, ai-je dit. Ensuite, obtenir des copies de tous les contrats qui mentionnent mon adresse. Enfin, m'assurer qu'aucune demande de prélèvement ou de transfert n'a été faite récemment sans mon accord. Il m'a regardé surpris. « Vous pensez avoir été victime d'une fraude ?» Je pense que certains anticipent un peu trop mon absence. Je préfère avoir un coup d'avance. Il a tapé sur son clavier. Son écran s'est rempli de chiffres que je ne voyais pas, mais qu'il lisait avec sérieux. « Il y a bien une procuration, au nom de votre fils, Laurent Delamarre, m'a-t-il dit, signée il y a 1 an. » Une procuration pourquoi ? Opération courante, gestion de compte, selon le document. Je me souvenus, la fameuse procuration pour « t'aider avec les papiers, maman, au cas où ». C'était un moment de fatigue après une hospitalisation. Je l'avais signé, persuadée que c'était symbolique. Erreur, j'avais signé un levier. Je souhaite limiter cette procuration, ai-je dit, immédiatement, qu'elle ne concerne plus que ce qui est strictement nécessaire et qu'aucune opération exceptionnelle ne puisse être faite sans ma présence physique. C'est possible ? Il a hésité. Il faut remplir un formulaire, mais oui, en théorie. Alors faisons-le, et préparez-moi s'il vous plaît un relevé des 3 derniers mois et une attestation de domicile actuelle à mon nom pour mon notaire. Pendant qu'il imprimait, je l'ai observé. Je voyais dans ses yeux une curiosité contenue. Il se demandait quel drame familial se jouait derrière ses demandes. Je n'avais pas l'intention de lui en offrir les détails. Vous, si votre propre enfant avait une procuration sur vos comptes, est-ce que vous iriez vérifier comme moi, ligne par ligne, avant qu'il ne soit trop tard ? 1 heure plus tard, je sortais de la banque avec une enveloppe épaisse dans mon sac. Sur le trottoir, j'ai respiré l'air froid de Paris. Les bus, les vélos, les passants. La ville continuait, indifférente à ces petites guerres privées qui se jouent derrière les façades haussmanniennes. À 17h30, j'étais dans le cabinet de Maître Dubreuil. Il m'a accueilli debout derrière son bureau couvert de dossiers. Un homme dans la soixantaine, costume sombre, sourire fatigué. Il m'avait connu plus jeune que lui. C'est un étrange privilège de l'âge, voir ceux qui vous suivaient vous rejoindre, puis vous dépasser. « Hélène, quelle bonne surprise! Asseyez-vous, on m'a dit que c'était urgent. » Je me suis assise, j'ai posé mon sac sur mes genoux. C'est urgent, en effet. Mes enfants ont décidé de me mettre dans une résidence ce week-end. Ils ont déjà commandé des cartons. Ils ont prévu un serrurier. Ils pensent que je suis assez distraite pour les laisser tout organiser. Je viens m'assurer que, juridiquement, ils n'ont aucun droit de le faire sans mon consentement et que mes biens sont protégés. Il a cligné des yeux. Un serrurier ? Oui, pour changer les serrures après m'avoir enfermé dans un appartement médicalisé, je suppose. Ils sont efficaces. Il a pris un stylo, a ouvert un dossier. D'abord, votre capacité. Je me souviens très bien du dernier certificat du docteur Morel. Il est dans votre dossier. Il a cherché, sorti un document, l'a parcouru. Voilà. Lucidité intacte, autonomie de décision conservée. C'est clair. Vous êtes juridiquement capable de décider de votre domicile, Hélène. Personne ne peut vous en déloger sans votre accord ou sans décision de justice. La lumière froide en moi a un peu gagné en intensité. Très bien, notez-le quelque part, au cas où quelqu'un essaierait de prétendre le contraire. Ensuite, je veux que vous vérifiez avec moi l'état de mon acte de propriété. Je crois que certaines copies ont disparu de mon secrétaire. Je veux des copies certifiées récentes. Nous avons passé 1 heure à vérifier, à lister, à signer. Il a promis de me faire parvenir dès le lendemain les copies dont j'avais besoin. Nous avons évoqué la possibilité de rédiger un document officiel, une forme de déclaration, affirmant ma volonté de rester à mon domicile tant que ma santé le permettrait, et ma désignation d'un tiers de confiance qui ne serait ni Laurent ni Sophie.
Vous voulez que ce soit moi, a-t-il demandé? Pour l'instant, oui, mais je pense à quelqu'un d'autre pour plus tard. Mon petit-fils, Thomas. Il est jeune, mais honnête. Il ne regarde pas mon appartement comme un investissement. Pas encore, en tout cas. Il a souri. La lucidité chez vous est intacte, en effet. Quand je suis rentrée chez moi, la nuit était tombée. Le salon sentait le carton et la poussière soulevée. Laurent et Sophie étaient partis, ne restait qu'une liste manuscrite sur la table et un message sur un post-it. « Maman, on revient demain pour finir. Samedi matin, le taxi passe à 9h pour la résidence. On t'aime, ne t'inquiète pas. L et S. » Ils m'aiment, à leur manière. Assez pour m'enfermer dans une vie qu'ils pensent plus pratique. Pas assez pour accepter l'inconfort de ma liberté. J'ai lu leur liste. Chambre, vêtements, linge, quelques livres. Salon, quelques cadres, souvenirs. Cuisine, minimum. Le reste à stocker. Ils avaient réduit mon existence à des catégories logistiques. Sur une autre feuille, j'ai trouvé la confirmation du rendez-vous avec le serrurier. Samedi 11h, changement de serrure, remise des nouvelles clés à Laurent D. J'ai pris la feuille, l'ai soigneusement pliée et mise à part. Elle serait utile. Il était tard, mais pas trop tard pour appeler un autre serrurier, un qui viendrait avant. J'ai pris l'annuaire électronique, cherché serrurerie de nuit. J'ai fini par tomber sur un artisan qui intervenait 24 heures sur 24. Allô? Bonsoir monsieur, je m'excuse de l'heure. Je souhaiterais changer mes serrures dès demain matin, très tôt, avant 8h si possible. C'est pour une urgence? Vous avez perdu vos clés? Non, ai-je répondu, c'est pour éviter que d'autres s'en servent. Disons que c'est préventif. Il a ri légèrement, puis m'a donné un créneau à 7h30. Je vous paierai en espèces, ai-je ajouté, je préfère. Comme vous voulez, madame. J'ai raccroché. Je me suis sentie étrangement calme. Le plan se dessinait, ligne après ligne. J'ai passé le reste de la soirée à préparer ce que je voulais emmener, non pas dans une résidence, mais dans cette nouvelle phase de ma vie où je devrais me méfier de mes propres enfants. Mes papiers les plus importants, le carnet où j'avais noté leurs phrases, quelques bijoux, quelques photos. Le reste restait ici, chez moi, là où tout devait rester tant que je serais en vie. Avant de me coucher, j'ai rédigé une lettre. Une lettre courte, précise, destinée à Laurent et Sophie. J'y déclarais, noir sur blanc, que je refusais pour l'instant toute entrée en résidence, que j'étais juridiquement capable, que toute démarche en ce sens serait contraire à ma volonté et que j'avais averti mon notaire. J'ai indiqué aussi que j'avais modifié les procurations bancaires. Chaque phrase était une petite bombe, polie et bien rangée. Quand j'ai signé mon nom au bas de la lettre, ma main ne tremblait plus. Vous laisseriez-vous faire, vous, sans écrire noir sur blanc ce que vous voulez vraiment quand d'autres prétendent parler à votre place? Le lendemain, à 7h25, le serrurier était devant ma porte. Un homme au visage fermé, sac d'outils à la main. « Bonjour madame, c'est vous qui avez appelé pour changer les serrures ?»« Oui, entrez. » Je l'ai conduit à la porte d'entrée, puis aux autres portes donnant sur le palier et la cave. 3 serrures au total. Il a travaillé vite, efficacement, sans trop parler. Le bruit du métal contre le métal me parvenait comme une musique rassurante. Chaque cliquetis, chaque cylindre retiré était une corde de plus coupée entre le plan de mes enfants et mon foyer. « Voilà, madame, a-t-il dit au bout d'une heure, 3 serrures neuves, 3 jeux de clés. » Il m'a tendu les trousseaux. « Combien ?» Il m'a annoncé un prix raisonnable. J'ai payé en billets comme convenu. Il m'a remis la facture. Gardez bien ça. Si quelqu'un essaie de dire qu'il a fait changer les serrures sans vous, vous aurez la preuve que c'est vous qui l'avez demandé. Je l'ai regardé intrigué. Il avait compris plus que je ne lui avais dit. Vous avez beaucoup de familles compliquées dans votre métier? Vous n'avez pas idée, madame. Bon courage. Quand il est parti, j'ai regardé les clés dans ma main. J'ai mis un trousseau dans mon sac, un autre dans un tiroir de la cuisine, le 3e dans une petite boîte que j'ai cachée derrière des livres, dans la bibliothèque. On ne sait jamais. Vers 9h, j'ai pris ma lettre, je l'ai glissée dans une enveloppe, j'ai écrit les prénoms de mes enfants dessus. Je suis descendue la poster à la boîte aux lettres du coin. Elle arriverait chez eux demain, juste au moment où ils se heurteraient à la première surprise. À 10h30, j'étais de retour chez moi. J'ai remis la radio, une voix parlait de la météo du week-end. Temps couvert, quelques éclaircies. Je me suis fait un autre café. J'ai rangé les quelques papiers restants. À 11h, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure, ou plutôt ne pas tourner. Un grincement hésitant, un frottement inutile, puis le bruit sec de la clé qu'on retire, agacé. Une seconde tentative, rien.
J'ai esquissé un sourire. J'étais dans le couloir, en chaussons, à quelques pas de la porte. « Maman ?» La voix de Laurent derrière la porte. « Il y a un problème avec la serrure. Tu as fait quelque chose ?» Sophie a ajouté, plus aiguë. « Maman, ouvre-nous, on doit finir les cartons. Le taxi pour la résidence est confirmé pour demain matin. Le serrurier vient à 11 heures, tu sais ?» Je me suis arrêtée à 1 mètre de la porte. Ma main s'est posée sur le nouveau verrou, solide, froid. De l'autre côté, j'entendais leur respiration, leur légère agitation. Pour la première fois depuis longtemps, c'était eux qui étaient enfermés dehors, et moi qui décidais qui entrerait dans ma maison. Je suis restée immobile quelques secondes, savourant ce renversement silencieux. « Maman, tu es là ?» Il était temps de parler, ou peut-être pour une fois de les faire attendre un peu. Que feriez-vous à ma place, avec votre main sur le verrou neuf, vos enfants derrière la porte et 48 heures d'avance dans votre tête? Je me suis raclé la gorge, prête à répondre. « Oui, je suis là », ai-je enfin répondu. Ma voix les a fait se taire. Il y a eu un petit blanc derrière la porte, comme si le couloir lui-même retenait son souffle. « Tu peux ouvrir, maman ?» a demandé Laurent. « On ne comprend pas ce qui se passe avec la serrure. » Je me suis surprise à sourire. Ils ne comprenaient pas. C'était déjà un progrès. Ces derniers mois, ils avaient eu l'air de tout comprendre pour moi. « Ce qui se passe, ai-je dit, c'est que j'ai fait changer les serrures ce matin. » Un silence. Puis Sophie, incrédule, « Tu as quoi ?» « Changer les serrures, répétai-je. C'est un geste de prudence, je crois. C'est ce que vous appelez vous-même sécuriser un appartement, non ? Laurent s'est raclé la gorge. « Maman, arrête, ce n'est pas drôle. Ouvre-nous, on doit finir les cartons, on n'a pas que ça à faire. » La vieille habitude aurait voulu que je m'excuse, que j'ouvre immédiatement. C'est ainsi que l'on fabrique des mères dociles, en leur répétant que les autres n'ont pas que ça à faire. Mais ce matin-là, j'avais appris à mon tour à utiliser le temps comme arme. « Je vais vous ouvrir », ai-je dit. « Mais j'aimerais que, cette fois, on parle d'abord et que vous m'écoutiez, vraiment, sans me dire que je ne comprends pas. » Je leur ai laissé le temps de répondre. Ils se sont tus. C'était déjà une forme d'accord. J'ai tourné la clé. Le nouveau mécanisme a fait un bruit profond, rassurant. La porte s'est ouverte sur leur visage tendu. Sophie avait gardé son manteau, comme si elle venait pour une mission rapide. Laurent tenait sa sacoche et un jeu de clés qui ne servirait plus à rien. Ils sont restés sur le seuil, étonnés de se sentir invités dans un lieu où, d'ordinaire, ils entraient sans frapper. « Entrez », ai-je dit. Ils ont franchi la porte comme on entre chez quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Je les ai conduits au salon. Les cartons trônaient toujours au milieu de la pièce, comme des animaux déplacés. Je me suis assise dans mon fauteuil, celui de toujours. Eux sont restés debout. « Asseyez-vous », ai-je ajouté, « ce sera plus simple. » Ils se sont installés sur le canapé, côte à côte, légèrement penchés vers l'avant, comme deux élèves devant un professeur sévère. « Bon », a commencé Laurent, visiblement décidé à reprendre la main. « Qu'est-ce qui t'a pris de changer les serrures sans nous en parler? Tu te rends compte que ce n'est pas raisonnable ?» « Ce n'est pas raisonnable, répétai-je. Intéressant. Expliquons-nous alors. Est-ce que c'est raisonnable de commander des cartons, de prendre rendez-vous avec un serrurier, de réserver une chambre dans une résidence, de fixer un taxi, sans en parler à la principale intéressée ?» Sophie a rougi. « On voulait éviter du stress, a-t-elle murmuré. « Vous m'avez évité surtout la possibilité de dire non, ai-je répondu. Je les ai laissés se tortiller quelques secondes sur le canapé. Il y avait dans ce silence-là tout ce que je ne leur avais jamais dit. « Je vais être très claire, ai-je repris. J'ai consulté mon notaire, j'ai parlé à la banque, j'ai fait vérifier ma capacité juridique. Je suis parfaitement en droit de rester chez moi. Vous n'avez à ce jour aucun pouvoir pour m'en chasser. » Laurent a levé les yeux au ciel. « On ne veut pas te chasser, maman, on veut t'aider, tu dramatises. » « Vous avez fixé une date de départ sans moi, ai-je rétorqué. Vous avez prévu de changer les serrures après mon installation en résidence. Vous avez une procuration sur mes comptes. Vous avez retiré des documents récents de mon secrétaire. Pardonne-moi, mais si ce n'est pas une tentative de prise de contrôle, alors explique-moi ce que c'est. » Il a pâli légèrement. « Quel document ?» a demandé Sophie trop vite. Je l'ai regardé. Les copies récentes de mon acte de propriété, l'avenant de mon assurance habitation, cela.
Curieusement, à la place, j'ai retrouvé des versions anciennes. Celle qui t'a aidé à ranger ce jour-là, c'était toi, n'est-ce pas, Sophie? Elle s'est redressée. C'est ridicule, maman. Pourquoi j'aurais fait ça? Tu vois le mal partout. Je vois surtout que vous avez construit un récit où je serai fragile, confuse, incapable de gérer mon patrimoine, ai-je dit, et que ce récit vous arrange. Je les ai regardés longuement, l'un après l'autre. Je vous pose une question, à tous les deux. Si cet appartement ne valait rien, si je n'avais pas d'économie, si j'étais pauvre, est-ce que vous seriez aussi pressé de me protéger ? Ils ne s'attendaient pas à cette simplicité-là. Ils ont détourné le regard. Le silence a répondu pour eux. Et vous, si votre propre mère vous posait cette question, pourriez-vous la regarder en face sans baisser les yeux? Ou est-ce que l'argent finirait, chez vous aussi, par brouiller la ligne entre sollicitude et ambition? Laurent a fini par se redresser. « Tu es injuste, maman », a-t-il lâché. « Tu crois qu'on ne pense qu'à l'argent. T'oublies que, si tu tombes, si tu t'énerves, si tu te perds, ce sera encore nous qui devrons tout gérer. On essaie juste de prévoir. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si... Comme si j'étais vivante, ai-je coupé. Pardonne-moi ce luxe. » Je me suis penchée légèrement vers eux. « Écoutez-moi bien. J'ai fait changer les serrures. Vous entrerez ici quand je déciderai que c'est utile, pas quand votre agenda immobilier le permettra. J'ai prévenu mon notaire, j'ai restreint la procuration à la banque, et ce matin, j'ai pris une autre décision. » « Laquelle ?» a demandé Sophie méfiante. « J'ai commencé à modifier mon testament. » Ils ont sursauté tous les deux. « Pardon ?» a murmuré Laurent. « Oui, je me suis dit que, puisque vous envisagez mon vieillissement comme un problème de gestion, il était logique que j'en reprenne le contrôle jusqu'au bout. Certaines parts seront désormais conditionnées à votre comportement. D'autres iront à des personnes qui ne m'ont pas pris pour un colis à déplacer. » Je n'ai pas prononcé le nom de Thomas, mais il m'est venu à l'esprit. Son regard franc. Sa manière de m'apporter un livre plutôt qu'un formulaire. « Tu ne peux pas faire ça sous le coup de la colère », a protesté Sophie. « Je ne suis pas en colère », ai-je répondu. « Je suis lucide. Le docteur Morel l'a écrit d'ailleurs. Lucidité intacte, c'est son expression exacte. S'il le faut, je la rappellerai à un juge. » Ce mot-là les a fait réagir. « Un juge ?» a répété Laurent. « Mais enfin, personne ne parle de juge. On reste en famille quand même. » Je me suis adossée au dossier de mon fauteuil. Vous vouliez me mettre en résidence, changer les serrures, gérer mes comptes, déplacer mes meubles, tout cela sans mon accord explicite. C'est déjà un demi-procès, Laurent. Simplement, vous comptiez juger et exécuter vous-même. Je me contente d'inviter un arbitre neutre au cas où. Ils se sont regardés. Je les voyais compter cette fois, les risques autant que les gains. « Qu'est-ce que tu veux exactement ?» a fini par demander Sophie. « On ne va pas tourner autour du pot. » « Je veux que vous annuliez la réservation de cette résidence pour ce week-end, ai-je dit. Je veux que vous préveniez la direction que je ne viendrai pas. Je veux que vous arrêtiez les cartons. Je veux que vous me considériez comme une personne qui décide encore pour elle-même. » Laurent s'est passé la main sur le visage. « Et si on pense, nous, que tu te mets en danger ? » « Alors, vous parlerez à un juge, ai-je répondu calmement. Vous déposerez un dossier, vous apporterez des preuves, et moi, j'apporterai les miennes. Mais tant qu'aucune décision officielle n'est prise, vous n'avez aucun droit de m'obliger à quitter mon domicile. » Je me suis levée. « J'ai écrit une lettre pour vous, ai-je ajouté. Elle est partie ce matin. Vous la lirez demain. Considérez-la comme un document officiel, puisqu'il semble que nous soyons entrés dans ce type de relation. » Sophie avait les yeux brillants. « Donc c'est ça maintenant ?» a-t-elle murmuré. « On est des ennemis ?» Je l'ai regardée longtemps. Ma fille, celle que j'avais portée, nourrie, consolée, celle qui, un jour, avait décidé que ma vieillesse serait plus facile à gérer si elle se déroulait ailleurs. « Non, ai-je répondu, vous n'êtes pas mes ennemis, vous êtes mes enfants. C'est précisément pour cela que je dois me protéger, pour que vous n'ayez pas plus tard la tentation de dire « on ne savait pas, on n'avait pas compris ». Je vous empêche à l'avance de vous raconter cette histoire-là. » Ils se sont levés. La discussion était arrivée à ce point où les mots ne servent plus à rien pour la journée. « On reviendra cet après-midi », a dit Laurent d'une voix dure, « avec des éléments. Tu ne peux pas décider seul de choses aussi importantes. » « J'ai fait cela toute ma vie, ai-je rappelé. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterais maintenant. »
Quand la porte s'est refermée derrière eux, le silence dans l'appartement avait changé de nature. Ce n'était plus un silence d'attente, c'était un silence de siège. Eux dehors, moi dedans. Et au milieu, les heures qui allaient décider de la suite. Je me suis fait un thé. Le café, décidément, était trop associé à leur carton. Vers midi, j'ai appelé Thomas. « Mamie, tout va bien ?» « Pas exactement, ai-je dit, mais ça ira mieux si tu peux passer me voir cet après-midi. » « Seul, sans tes parents. » Il a marqué un temps. « D'accord, je finis mon cours à 15 heures, je peux être là à 16 heures. »« Parfait. Et Thomas, ne dis pas à tes parents que tu viens. »« Tu me fais un peu peur, mamie, » a-t-il soufflé. « Il n'y a pas de quoi. J'ai simplement besoin de quelqu'un qui écoute sans calculer. Tu crois pouvoir faire ça ? » « Oui, bien sûr. » À 16 heures, il était là, veste légère, sac à dos, les cheveux encore ébouriffés par le vent. Il a posé un baiser sur ma joue, a regardé les cartons dans le salon. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé. Je lui ai tout raconté. Les cartons, la résidence, le serrurier, la procuration, la banque, le notaire. Je n'ai rien dramatisé, j'en avais pas besoin. Les faits suffisaient. Il m'a écouté, les sourcils froncés. Je savais qu'il parlait de résidence, a-t-il fini par dire, mais je croyais que c'était plus lointain, une option, pas un déménagement programmé. L'option est devenue calendrier, ai-je répondu. Et tu veux que je fasse quoi, moi ? D'abord, que tu saches, que quelqu'un dans cette famille entende ma version sans la filtrer. Ensuite, j'aurai besoin de ton aide pour 2 choses. Lesquelles ? D'une part, conserver certaines copies de documents au cas où, que tout ne soit pas ici. D'autre part, être prêt à dire un jour devant un médecin ou un juge ce que tu vois de moi aujourd'hui, comment je parle, comment je me souviens, comment je vis. Pas comme une vieille femme confuse, mais comme ta grand-mère, avec ses défauts et ses limites, mais pas plus folle que la moyenne. Il a esquissé un sourire. « Tu veux que je sois ton témoin ?» Exactement. Il a hoché la tête. « D'accord, je peux faire ça. » Et si pas le découvre ? Il sera fâché. Cela ne sera pas la première fois que les générations ne seront pas d'accord. Je lui ai tendu une enveloppe. Voici quelques copies. Garde-les chez toi, pas dans ta chambre ici, chez toi. Et surtout, ne les montre à personne sans m'en parler. Il a pris l'enveloppe, sérieux tout à coup. « Tu sais, mamie, » a-t-il ajouté avant de partir, « j'ai entendu papa parler une fois de ton appart comme un capital qui dort. Ça m'avait choqué. Je lui ai dit « Mais c'est chez mamie !» Il a répondu « Justement !» Je l'ai regardé. « Merci de me le dire, » ai-je soufflé. « Cela confirme ce que je pense. » Et vous, quand vous entendez vos proches parler de votre maison comme d'un « capital qui dort », est-ce que vous trouvez encore que ce sont des mots innocents ? Après son départ, j'ai attendu le retour de Laurent et Sophie comme on attend la répétition d'une pièce dont on connaît déjà le texte, mais pas encore l'intonation. Ils sont revenus à 18 heures. Cette fois, ils avaient l'air moins sûrs d'eux. Laurent avait un dossier sous le bras, Sophie tenait son téléphone comme un talisman. On a parlé avec le médecin, a annoncé Laurent dès qu'il a posé le pied dans le salon. Il pense qu'une évaluation plus poussée serait raisonnable. Raisonnable est un mot très pratique, ai-je noté. Il permet de faire taire la personne qui n'est pas d'accord. Il existe des dispositifs, maman, a enchaîné Sophie, des protections, curatelle, tutelle, tu sais, ce n'est pas forcément dramatique. C'est drôle, ai-je répliqué. Quand il s'agit de moi, vous parlez de protection. Quand il s'agit de votre compte en banque, vous parlez de contrôle. Les mots ont une drôle de façon de changer de sens selon le bénéficiaire. Laurent a posé son dossier sur la table. « On ne va pas se battre à coups de bons mots, maman. On ne parle pas seulement d'aujourd'hui, on parle des années qui viennent. On ne pourra pas être toujours là. On travaille, on a nos vies. Tu ne peux pas nous demander de rester disponible 24 heures sur 24. » Je n'ai jamais demandé cela, ai-je répondu. Je demande seulement que vous ne m'enfermiez pas pour vous simplifier la vie. La nuance est importante. Il a ouvert le dossier. Voilà ce qu'on a-t-il dit. Des notes sur tes oublis. Des fois où tu as laissé le gaz, où tu as perdu tes clés. Vous tenez un registre, ai-je demandé. C'est très professionnel. Ne te moque pas, a-t-il répliqué. Ce sont des faits.
J'ai aussi des faits, ai-je répondu. Un certificat du docteur Morel, des relevés bancaires où apparaissent des retraits faits sans que j'en sois averti, des documents déplacés. Nous pourrions comparer nos registres si tu veux. Le mot retrait a fait tressaillir la mâchoire de Laurent. Quel retrait ? Ce que j'ai découvert hier en allant à la banque, ai-je dit. Des transferts depuis mon compte vers le tien, pour des montants que je n'ai jamais autorisés explicitement. Tu as pensé que je ne regarderais pas, c'était mal me connaître. Il a blêmi. C'était pour régler des choses pour toi, a-t-il objecté, des factures, des travaux. Peut-être, ai-je concédé, mais tu n'as jamais pris la peine de m'en parler. Je suis donc en droit d'y voir une propension à décider à ma place, et cela, devant un juge, porte un nom assez simple. Sophie a posé sa main sur son bras. « Arrête, Laurent !» Il l'a repoussée. « Tu vas faire quoi, maman? Porter plainte contre ton propre fils? C'est ça que tu veux ?» Je l'ai regardé. Il croyait encore que la seule arme possible était la plus spectaculaire. « Je n'ai pas besoin de porter plainte, ai-je répondu. Il me suffit d'être prête. Si vous demandez une mesure de protection au tribunal, si vous essayez de faire croire que je ne suis plus capable, alors oui, j'apporterai ces documents, et ce sera au juge de qualifier tout cela. » Je me suis levée. En attendant, reprenons les choses calmement. Annulez le taxi, annulez la résidence, rangez les cartons, revenons à une forme de respect minimum. Si vous le faites, je considérerai que cette journée aura été un accident de parcours. Si vous continuez, alors la suite se passera ailleurs, dans des lieux où l'on parle avec des robes noires et des greffiers. À vous de voir. Je les voyais hésiter. Ils se trouvaient à cette bifurcation où la fierté et la peur se croisent. Et vous, si votre mère vous mettait devant un tel choix, est-ce que vous continueriez à foncer ou reculeriez-vous d'un pas pour sauver ce qui peut l'être encore? Sophie a été la première à fléchir. « Laurent, a-t-elle dit doucement, on ne peut pas l'y traîner de force, pas maintenant, pas comme ça. Imagine le scandale si les voisins voient ça. » Ce n'était pas la meilleure raison du monde, mais c'en était une. Chez eux, la peur du regard des autres a toujours été plus forte que la voix de leur conscience. Laurent a serré les dents. « D'accord, a-t-il lâché enfin. On va annuler pour ce week-end, mais ce n'est que reculer pour mieux. » Il s'est arrêté. Il a croisé mon regard. « Pour mieux quoi ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules. « On ne peut pas faire comme si de rien n'était, maman. On verra avec le médecin, le notaire, le reste. Mais tu ne peux pas ignorer le problème. » « Je ne l'ignore pas, ai-je répondu. Je le nomme autrement. Pour vous, le problème, c'est que je vis encore chez moi. Pour moi, le problème, c'est que vous ne supportez pas cette idée. » Ils sont partis vers 20h, plus lourds qu'en entrant. Les cartons, eux, n'avaient pas bougé. Ils semblaient presque honteux désormais d'être là. La nuit qui a suivi a été longue, mais pas agitée. Je savais que le lendemain, d'autres formes de bataille commenceraient. C'est cela, vieillir, accepter que certains jours ne sont pas des fins, mais des seuils. Le lendemain matin, le facteur a glissé le courrier sous ma porte. Parmi les enveloppes habituelles, il y en avait 2 qui ont retenu mon attention. L'une avec l'entête de la résidence des Tilleuls, l'autre avec le logo du cabinet de Maître Dubreuil. J'ai ouvert d'abord celle de la résidence. « Madame, nous accusons réception de l'annulation de votre admission prévue ce samedi. » Ils avaient donc obéi, au moins pour cette étape. Plus loin, il y avait une phase qui m'a fait sourire. « Nous restons à votre disposition pour convenir, le cas échéant, d'une future entrée si telle est votre volonté. » Si telle est ma volonté. C'étaient exactement les mots que je voulais voir écrits. Dans l'enveloppe de Maître Dubreuil, j'ai trouvé les copies certifiées récentes de mon acte de propriété ainsi qu'une ébauche de déclaration de volonté. Je sous-signais, Hélène de Lamarre, née le, déclare souhaiter rester à mon domicile tant que mon état de santé le permet, ayant pleine conscience des alternatives. Je l'ai relu plusieurs fois. Chaque phrase était comme une barrière supplémentaire entre moi et la fiction qu'on voulait écrire à ma place. Quelques jours plus tard, la riposte de mes enfants a pris une forme plus institutionnelle. Un courrier recommandé cette fois, provenant du tribunal judiciaire. Une convocation à une audience en vue de l'examen d'une éventuelle mesure de protection. Je l'ai prise dans ma main, je l'ai pesée comme on pèse un objet. Elle n'était pas si lourde. Mes enfants, en revanche, l'étaient beaucoup plus sur ma poitrine. J'ai appelé Maître Dubreuil.
Ils sont donc décidés, ai-je dit. Oui, a répondu-t-il. Ils ont saisi le juge des tutelles. Ils demandent une curatelle simple pour l'instant. Ils invoquent tes oublis, les risques domestiques. Rien de surprenant. Et nos chances? Tu as un certificat récent de capacité, tu gères tes affaires, tu as des témoins. Si tu restes calme et cohérente, Hélène, je ne suis pas inquiet. Mais il faudra supporter qu'on parle de toi comme d'un dossier. On le fait déjà, ai-je murmuré, autant que ce soit dans un bureau officiel plutôt que dans ma propre cuisine. Le jour de l'audience, Thomas m'a accompagné. Dans la salle d'attente, j'ai regardé les autres visages. Des vieux, des plus jeunes, des familles. Certains avaient l'air soulagés de confier leurs parents à une mesure, d'autres perdus. La dignité n'a pas d'âge, mais l'humiliation non plus. Le greffier a appelé mon nom, Madame Hélène Delamarre. Nous sommes entrés. La juge était une femme d'une 50aine d'années, lunettes fines, regard direct. Il y avait là aussi une représentante du parquet et une greffière qui tapaient sur un clavier. Laurent et Sophie étaient assis de l'autre côté, leur dossier devant eux. Ils se sont levés à mon arrivée, par automatisme plus que par respect. « Asseyez-vous, Madame Delamarre », a dit la juge. Sa voix était sans douceur excessive, mais sans dureté non plus. C'était presque reposant. Nous sommes ici pour examiner la demande d'ouverture d'une mesure de protection à votre égard. Vos enfants estiment que vous avez besoin d'aide pour la gestion de vos affaires et la prise de décision concernant votre domicile. Nous allons les entendre, puis vous entendre. Laurent a parlé le premier. Il avait préparé son texte. Il a évoqué mes oublis, mes risques de chute, mon isolement, l'ascenseur ancien, l'appartement trop grand. Il a pris soin de se déclarer inquiet et soucieux de mon bien-être. À l'écouter, l'on aurait presque pu croire qu'il se portait candidat au prix du meilleur fils. Sophie a ajouté quelques touches plus émotionnelles. Maman refuse toute aide, elle minimise tout, on ne veut pas qu'il lui arrive un drame. La juge les a écoutés sans les interrompre, hochant parfois la tête, prenant des notes. Puis elle s'est tournée vers moi. « Madame Delamarre, que souhaitez-vous dire ?» Je me suis redressée sur ma chaise. Je me souvenais de toutes les fois où je m'étais effacée pour ne pas faire de vagues. Cette fois, j'allais occuper ma place en entier. Je souhaite dire, Madame la juge, que je suis pleinement consciente de mon âge et de mes limites, ai-je commencé. Je sais que je peux tomber, que je peux oublier une chose ou deux, mais je ne suis pas inconsciente au point de vouloir me débarrasser de mon propre jugement. À ce jour, je gère mes comptes, je fais mes courses, je paie mes factures, je me rends chez mon médecin. J'ai pris l'initiative récemment de consulter mon notaire et ma banque pour sécuriser certaines choses. J'ai ici des certificats qui attestent de ma lucidité. Je les ai posés devant moi. Je sais que mes enfants sont inquiets, je l'entends, mais je sais aussi qu'ils ont des intérêts dans cette histoire, intérêts qui ne sont pas uniquement affectifs. L'appartement dans lequel je vis a de la valeur, mes économies aussi. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, je dis simplement qu'ils sont humains, et que l'humain a parfois tendance à confondre protection et contrôle. La juge m'a regardée avec attention. « Vos enfants évoquent des oublis », a-t-elle noté, « des épisodes concrets. Les reconnaissez-vous » ? Certains, oui, ai-je répondu. J'ai laissé une fois le gaz allumé, j'ai oublié un rendez-vous. Mais je ne connais personne dans cette salle ni ailleurs qui n'ait jamais rien oublié. À ce compte-là, nous devrions tous être sous curatelle. Quelques sourires étouffés ont circulé dans la salle. J'ajoute, ai-je repris, que mes enfants ont pris récemment des initiatives sans mon consentement. Réservation d'une chambre en résidence, organisation de cartons de déménagement, rendez-vous pour changer les serrures de mon domicile après mon départ. Tout cela sans m'informer clairement. Ils ont aussi utilisé une procuration bancaire pour effectuer des mouvements dont je n'avais pas été explicitement avisée. J'ai les relevés ici. Je les ai tendus à la greffière. Je ne brandis pas ces documents pour les punir, mais pour que vous compreniez que la situation n'est pas celle de pauvres enfants épuisés par une mère incontrôlable. C'est celle d'une mère qui a senti une pression pour renoncer à son autonomie plus vite que nécessaire. Thomas, assis derrière moi, a demandé la parole. La juge a hésité, puis a accepté. « Je suis le petit-fils de Madame Delamarre, a-t-il dit. Je la vois souvent. Je peux vous dire qu'elle parle plus clairement que la moitié de mes profs. Elle se souvient de mes horaires, de mes examens, de mes amis.
C'est même elle qui me rappelle parfois de payer mon loyer. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais je ne la vois pas comme quelqu'un qui doit être mis sous contrôle. Je les regardais avec gratitude. Il y avait là quelque chose que mes enfants avaient oublié. La façon dont les plus jeunes peuvent parfois voir juste parce qu'ils n'ont pas encore tout mis en colonne, avantages, inconvénients. Et vous, si vous étiez juge, croiriez-vous d'abord les enfants qui ont tout à gagner ou la vieille dame qui n'a plus que sa parole pour elle ? Après les auditions, la juge a demandé que l'on attende dans le couloir. Un quart d'heure, peut-être 20 minutes. Le temps que la machine judiciaire transforme nos vies en quelques paragraphes. Quand nous avons été rappelés, elle avait déjà sa décision. Après examen des éléments, a-t-elle déclaré, je ne constate pas, à ce jour, d'altération suffisante des facultés mentales ou corporelles de Madame de la Mare pour justifier l'ouverture d'une mesure de protection. La phrase est tombée comme un marteau sur une table. Je constate en revanche un conflit familial autour de la question du domicile et du patrimoine. Ce conflit, aussi regrettable soit-il, ne relève pas d'une mesure de tutelle. Je rappelle à vos enfants que la capacité de décision de Madame de la Mare doit être respectée tant qu'aucun changement médical majeur n'est constaté. Laurent a blêmi. Sophie a serré ses mains sur son sac. Cela ne signifie pas que les questions de sécurité soient à négliger, a ajouté la juge en se tournant vers moi. Mais ce n'est pas à vos enfants de décider unilatéralement de votre lieu de vie. Je vous encourage, Madame de la Mare, à envisager des aménagements, des aides ponctuelles, des dispositifs de prévention. Mais je ne vous y oblige pas, elle a conclu. La demande de mise sous protection est donc rejetée. Ce mot-là, « rejeter », était pour moi une absolution. Pour mes enfants, c'était une défaite. Sur le trottoir, devant le tribunal, nous nous sommes retrouvés tous les trois, comme une famille ordinaire sortant d'un cinéma. Sauf que nous n'avions pas vu le même film. « Tu es contente de toi ?» a lâché Laurent. Sa voix tremblait, de colère, de honte, de fatigue, je ne sais pas. Laurent a blêmi. Sophie a serré ses mains sur son sac. Cela ne signifie pas que les questions de sécurité soient à négliger, a ajouté la juge en se tournant vers moi. Mais ce n'est pas à vos enfants de décider unilatéralement de votre lieu de vie. Je vous encourage, Madame de la Mare, à envisager des aménagements, des aides ponctuelles, des dispositifs de prévention. Mais je ne vous y oblige pas, elle a conclu. La demande de mise sous protection est donc rejetée. Ce mot-là, « rejeter », était pour moi une absolution. Pour mes enfants, c'était une défaite. Sur le trottoir, devant le tribunal, nous nous sommes retrouvés tous les trois, comme une famille ordinaire sortant d'un cinéma. Sauf que nous n'avions pas vu le même film. « Tu es contente de toi ?» a lâché Laurent. Sa voix tremblait, de colère, de honte, de fatigue, je ne sais pas. Peut-être de tout à la fois. « Je suis soulagée, ai-je répondu. Je préfère que ce soit un juge qui ait tranché, plutôt que vos seules angoisses. »« Tu as lavé ton linge sale devant tout le monde, » a ajouté Sophie. « Tu as parlé d'argent, de procuration, de... » « C'est vous qui avez saisi le tribunal, ai-je rappelé. Moi, je n'ai fait que répondre. » Thomas s'est avancé. « Pas, tata, vous vous rendez compte de ce que vous avez essayé de faire ?» Laurent l'a fusillé du regard. « Toi, tu te tais, tu ne sais pas ce que c'est que de gérer des parents âgés. »« Non, » a répliqué Thomas, « mais je sais reconnaître quand on essaie d'enfermer quelqu'un parce que c'est plus pratique. » Je les ai laissés se disputer. Ce n'était plus ma bataille. La mienne venait d'avoir lieu dans ce bureau, et je l'avais gagnée. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Il y a eu moins de visites, moins de coups de fil. Le dimanche midi, la table était moins chargée. J'ai senti se creuser entre nous un espace que ni eux ni moi ne savions comment combler. J'ai pris rendez-vous avec Maître Dubreuil pour finaliser mon testament. Nous avons augmenté la part allouée à Thomas. Nous avons prévu aussi une donation à une association qui aide des femmes âgées à rester chez elles. « Vous êtes sûr ?» m'a demandé Maître Dubreuil. « Ça risque de faire grincer des dents. »« Elle grince déjà, » ai-je répondu, « autant qu'elle grince pour quelque chose qui ait du sens. » J'ai laissé à Laurent et Sophie une part correcte, ni dérisoire, ni excessive. Je ne voulais pas les punir, je voulais simplement rééquilibrer.
Un jour, quelques mois plus tard, il y a eu ce moment que je n'aurais pas prévu. Un dimanche pluvieux, justement. On a sonné à ma porte. J'ai regardé par l'œilleton. C'était Sophie, seule. Je l'ai laissée entrer. Elle avait l'air fatiguée, elle a enlevé son manteau, s'est assise sans que je l'y invite. « Comment vas-tu » ai-je demandé. « Bien » a-t-elle répondu mécaniquement. Puis elle a ajouté « Non, pas vraiment ». Elle a regardé autour d'elle, le salon, les meubles, les cadres, tout était à sa place, comme si les cartons n'avaient été qu'un mauvais rêve. « Je voulais te dire « Pardon », a-t-elle murmuré. Je ne m'attendais pas à ces mots-là, pas si tôt en tout cas, peut-être pas tout court. « Pardon pourquoi » ai-je demandé. « Pour tout, pour les cartons, pour le tribunal, pour t'avoir parlé comme à une enfant. On s'est laissé prendre par la peur, par les chiffres, par les discours, on a oublié que tu étais encore là. » Elle avait les larmes aux yeux. « Laurent ne dira jamais pardon » a-t-elle ajouté. « Il est trop fier, mais il n'est pas mauvais, il a juste peur de manquer, de rater, de ne pas être à la hauteur. » « Je le sais » ai-je répondu doucement. « Je le connais, je l'ai élevé. » Elle a hoché la tête. « Tu nous as fait très peur, tu sais, au tribunal. Tu étais tellement clair, on aurait dit que c'était nous les vieux. » J'ai souri. Je voulais qu'une fois dans sa vie, quelqu'un l'oblige à m'écouter jusqu'au bout, sans m'interrompre. Un silence. « Tu nous pardonnes » a-t-elle demandé. Je l'ai regardé longtemps. Pardon est un mot séduisant. On le prononce comme un pansement. Mais en dessous, il reste souvent une cicatrice. « Je peux te pardonner » ai-je dit. « Je peux décider de continuer à te voir, à t'aimer, à t'inviter à déjeuner. Mais je ne pourrai plus jamais faire comme si tout cela n'avait pas eu lieu. Ma confiance en vous ne sera plus la même. C'est une réalité. On ne répare pas un verrou qu'on a déjà scié, on le remplace. C'est ce que j'ai fait avec les serrures. Je ferai de même avec mon cœur. » Elle a baissé les yeux. « C'est déjà beaucoup » a-t-elle murmuré. Nous avons pris un thé. Nous avons parlé des enfants, de Thomas, de son travail. Ce n'était pas comme avant, mais ce n'était pas non plus le néant. C'était un territoire nouveau, incertain, où chaque phrase devait être posée avec précaution. Ce soir-là, après son départ, je me suis installée à ma table avec un carnet. J'y ai écrit une phrase simple. « J'ai gagné le droit de rester chez moi. » En dessous, j'ai ajouté « mais j'ai perdu l'illusion que chez moi signifiait forcément avec eux ». Et vous, si vous deviez choisir entre votre maison et l'image de famille parfaite que vous aviez dans votre tête, qu'est-ce que vous garderiez? Les murs qui vous protègent ou les mensonges qui vous rassurent? Aujourd'hui, je vis toujours dans ce même appartement. Les moulures sont un peu plus fendiées, mon dos aussi, mais chaque matin quand j'ouvre mes volets, je sais une chose, la clé qui ferme ma porte est dans ma main, pas dans celle de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas naïve, je sais qu'un jour, peut-être, je n'aurai plus la force. Peut-être faudrait-il alors envisager un autre lieu. Mais ce jour-là, si je suis encore assez consciente pour le décider, ce sera moi qui choisirai, pas un calendrier caché dans le téléphone de mon fils. En attendant, je continue d'inviter Thomas à déjeuner, de partager un thé avec Sophie parfois. Je réponds poliment aux brochures de résidence qui continuent d'arriver. Je les lis même parfois par curiosité. Puis je les plie, je les range dans un tiroir que moi seule ouvre. Je n'ai pas gagné une guerre, j'ai simplement refusé une reddition anticipée. Et si, en me regardant, d'autres femmes de mon âge comprennent qu'elles ont encore la possibilité, non pas de tout maîtriser, mais au moins de dire non à temps, alors cette bataille-là n'aura pas été seulement la mienne. Parce qu'au fond, il n'y a pas d'âge pour apprendre à tourner soi-même la clé de sa propre vie.